d'Ivoire, dès la fin de la seconde moitié des années 1980, jette les bases de l'exploitation industrielle de ses ressources minières, où la carte minière mettait en évidence que notre sous-sol regorge d'importantes matières premières telles que le fer, le nickel, le manganèse, la bauxite, l'or, le diamant, etc. Par contre, c'est en 1984 que la Côte d'Ivoire formalise la libéralisation de l'exploitation artisanale de diamants, d'or, manganèse et autres ressources minières sur toute l'étendue du territoire national, afin de permettre aux populations ivoiriennes qui n'avaient pas forcément l'expertise minière de trouver une alternative au chômage galopant consécutif à l'abandon des plantations de café et de cacao suite à la mévente des produits agricoles. Dans notre pays, l'État a toujours une ferme volonté d'assainir le secteur minier en général et singulièrement celui de l'or. À ce jour, l'on chiffre à plus de 1000 sites clandestins dans ce secteur et c'est presque l'hécatombe. Pour une telle croissance vertigineuse dans ce seul secteur stratégique de notre économie, cette situation devient inquiétante et semble être une gangrène pour le gouvernement et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Face à ce phénomène d'extraction de l'or par ces prospecteurs clandestins, où la seule raison économique de l'expansion de l'orpaillage clandestin dans ces zones aurifères est la facilité de pouvoir commercialiser ce minerai et sa rentabilité, nous essayerons, durant cet entretien, de jeter un regard critique afin de définir les perspectives futures pour ce secteur et tirer les conséquences à court, moyen et long terme pour la nation ivoirienne. Dans l'ambitieuse réflexion, mais combien essentielle, celle de revaloriser un narratif ivoiro-ivoirien, notre chronique sera faite en langue tagbana. Un peuple de Côte d'Ivoire vivant essentiellement à Katiola, le chef-lieu de la région du Hambol, situé dans le nord de la vallée du Mandama. On y trouve également quelques rares villages tagbanans vers la ville de Korogo. Dans ces régions, et comme dans beaucoup d'autres régions et villes de notre pays, le phénomène d'orpaillage clandestin demeure une inquiétude. Que peut donc faire le gouvernement actuel, son ministère de tutelle, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour circonscrire cet état de fait d'orpaillage clandestin qui progressivement s'inscrit comme une préface du terrorisme? Est-ce que ces activités illicites procurent aux groupes extrémistes terroristes des moyens financiers, opérationnels et humains pour financer leur implantation et leur expansion à travers cette activité d'orpaillage clandestin? Que paie la Côte d'Ivoire, notre pays, au plan économique et environnemental, parfois de son capital humain, face à ce prédateur que constitue l'orpaillage clandestin? Les réponses à ces questions constitueront la ligne directive de notre investigation qui est sculptée minutieusement par notre chroniqueuse tagbana. L'exploitation de l'or est actuellement la plus répandue dans notre pays. Cette situation s'explique par la multiplicité de ce minerai jaune sur toute l'étendue du territoire, comme en témoigne cet extrait tourné dans le département de Divo, dans la région du Sud-Bandama, par ce journaliste indépendant. Là, on vient d'arriver à Iré, dans le sud-ouest du pays. Ici, toute la ville tourne autour du commerce de l'or. Il suffit de marcher quelques mètres dans la brousse pour tomber sur une mine d'or illégale. Selon un rapport classé confidentiel du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il y a de l'or partout en Côte d'Ivoire. Dans quelques lignes du dit rapport, il est fait mention qu'on extrait de l'or de façon artisanale dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement évalue à ce jour au moins 500 000 le nombre de mineurs d'or artisanal. Quel scandale! L'orpaillage clandestin est en réalité défini comme la recherche et l'exploitation artisanale de l'or dans les rivières aurifères. Cette multiplicité de l'or sur tout le sous-sol ivoirien attire ces exploitants clandestins et crée un désordre dans ce secteur. Certes, c'est une activité légale dont les dispositions sont prévues par le chapitre 2 du titre 4 du Code minier ivoirien. Mais sa clandestinité relève de sa non-conformité aux procédures légales d'autorisation prévues par l'article 5 du Code minier et de sa pratique en dehors des règles du métier en utilisant les produits prohibés. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin est en perpétuelle évolution sur toute l'étendue du territoire national. Elle représente une sérieuse menace pour la population locale et pour l'environnement, car elle se fait de manière artisanale et les produits chimiques utilisés sont nuisibles à la vie humaine et à la nature.
En fin 2016, le ministère des Mines dénombrait 185 sites d'orpaillage clandestins, dont 142 anciens sites recolonisés et 47 nouveaux, qui avaient suscité une interrogation pertinente de cette journaliste. Comment ces orpailleurs clandestins, déguerpis par les forces de l'ordre avec tout leur matériel détruit, ont pu se réinstaller en quelques jours? Direction Odiéné dans la région du Kabadougou. En 2017, ce chiffre est passé à plus de 650 sites clandestins. À ce jour, on dénombre plus de 1000 sites clandestins. Cette situation devient de plus en plus alarmante et semble être un cancer pour le gouvernement et pour la Côte d'Ivoire tout entière, où le désarroi semble grandir chez nos braves paysans. Milo milikem yo kiti pebame. Ki mena o klone te yu fe pe nena. Kachoni dabakala kleni me. Na we de ton de ti doro te sakoguna. La diversité des acteurs dans ce secteur est fortement dominée par ces migrants et les autochtones. Et dans la région du Zi, ils sont nombreux. Ces terroristes de l'environnement qui ont investi hameaux et villages comme les abeilles attirées par le miel. C'est la crise militaro-politique 2002-2010 qui en a favorisé la naissance. Les premières exploitations ont été le fait d'orpailleurs venus du Burkina Faso voisin, installés avec l'appui de chefs de guerre de la rébellion ivoirienne qui ont gouverné cette partie du territoire en 2002 et 2010, comme l'explique la journaliste Fanny Pigeot. Le trafic existait déjà pendant toutes les années de crise. Et ben, ça fait qu'il y a aujourd'hui des liens évidents entre l'armée qui est essentiellement composée d'anciens rebelles et ces milices. Il y a des liens qui restent évidemment. Les revenus de ces activités clandestines obtenues étaient répartis entre ces orpailleurs originaires de la région aurifère de Gawa, Burkina Faso, les chefs de guerre ivoiriens et les autorités coutumières ayant facilité leur installation sur les terres. À la fin de la rébellion, le phénomène a connu une nouvelle vitalité, favorisée par une hausse vertigineuse du prix de l'or qui a atteint près de $1600 l'once en 2011 contre $250 quelques années plus tard, qui fut confirmé dans le rapport de l'ONU datant du 13 avril 2015 qui disait ceci. Les activités d'orpaillage illégal à Daloa permettent à l'ancien commandant de la zone, Isiaka Ouattara, dit Ouattao, de maintenir une force armée de 500 hommes sous son commandement exclusif. L'activité dans ces mines soulève également des problèmes au regard du respect des droits de l'homme, qu'il s'agisse d'exploitation de la main-d'œuvre enfantine, de prostitution, d'exécution extrajudiciaire ou de pollution chimique à grande échelle. Aujourd'hui, on note un fait nouveau, l'arrivée des migrants de conflit, issus de ces pays Mali, Burkina Faso, en proie aux terroristes et qui par ricochet a renforcé l'expansion de l'extraction illicite de l'or dans nos villages, départements et régions, avec l'appui de ces nouveaux locataires qui arrivent par flux exceptionnels. Ces personnes trouvent rapidement leurs concitoyens anciennement installés sur ces sites et y mènent également l'activité dans un maillage bien dissimulé. Ces migrants, en effet, venus à majorité de ces pays limitrophes, ont immigré avec leur savoir-faire. Cette forte présence des Burkinabés, Maliens et Guinéens dans leur paillage s'explique par la longue tradition de leur pays avec ce minerai jaune. Pour certains orpailleurs burkinabés, Maliens et Guinéens, ce métier est le seul savoir-faire. C'était leur métier depuis leur pays d'origine et ils l'ont exporté en Côte d'Ivoire. Tout comme cette ethnie nomade, les Peuls ou Fulani, composés essentiellement d'éleveurs, qui par abus de la transhumance contribuent à la dégradation de nos pâturages, sillonnent entièrement notre pays, la Côte d'Ivoire, où l'idée de créer un hub de parc à bœufs dans le nord est de plus en plus factuelle. Mieux, les combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara, abrégé EIGS, sont surtout de l'ethnie Peul ou Fulani. Vous pourrez revoir ma vidéo, y a-t-il une corrélation entre l'islam et le terrorisme en Côte d'Ivoire, dans la première partie où j'ai longuement évoqué ce sujet. Outre ces migrants qui sont considérés comme les acteurs principaux, il existe aussi des acteurs secondaires qui sont essentiellement constitués des jeunes issus de la population locale, comme en témoigne cet extrait. Je suis venu dégager tout le monde pour que l'orpaillage n'a qu'à fini. Quand je suis venu net, on m'a dit ça n'a qu'à arrêter. Et moi, je n'ai pas de transport pour aller chez moi. C'est la raison pour laquelle je cherche un peu de transport pour aller. La population locale est composée à majorité des jeunes autochtones et participe activement à l'expansion de ce fléau par naïveté. Mais devant la pauvreté,
la promiscuité, suivi du chômage, la misère galopante, le sentiment d'humiliation des jeunes autochtones qui constatent l'enrichissement des halogènes venus sur les terres de leurs ancêtres pour pratiquer cette activité illicite et faire du profit. La participation des jeunes de nos villages pourrait se justifier et constituerait naturellement une force de résistance aux différentes répressions étatiques. Je ne connaissais pas le travail dehors. Bon, je suis venu travailler avec lui, il était là à me montrer un peu. Donc il a fait 2 semaines, il m'a donné 30 000. J'ai vu que non, 30 000 c'est beaucoup. Donc je n'ai pas autre choix. Mon papa n'est pas là, il ne peut pas aller à l'école. Cependant, nos jeunes nationaux, ne disposant pas d'outils d'extraction, ils s'associent aux migrants burkinabés, maliens et guinéens qu'ils considèrent comme des professionnels car ils ont plus d'expérience en la matière. Cette situation montre que le pouvoir des structures locales est une garantie de la persistance malgré les requêtantes mesures étatiques d'interdiction et de répression. Ce qui n'a pas manqué de faire remarquer cette femme Annie, de ce leader communautaire d'une localité de l'Indénié du Wablin, lors de notre enquête, lorsqu'elle s'exprimait ainsi dans le patois Annie. Une pilule difficile à avaler, mais qui retrace la réalité dans cette localité où ces orpailleurs clandestins sont partout. En plus des raisons sociales, l'orpaillage clandestin est aussi favorisé par des facteurs économiques, ce que nous avons constaté à plus de 500 km dans la région du Goutro et du Bunkani, lorsque cet orpailleur local s'exprimait de la sorte. Somo kawar dormandiama kamna sangur flani tankirle kono asongo yera bimi amiarata entre mi soro sanfla kono na nkuna kadia anche ka soro la yelma kono ni sanikira. Cette économie de gain rapide a radicalement changé la situation socio-économique des populations de ces 10 villages et a fini par attirer la plupart des jeunes des villages de la région. Les revenus engrangés permettent d'avoir accès à tout un ensemble de biens de consommation symbolique, du prestige et de la réussite sociale à un niveau local. Par contre, l'orpaillage provoque une double inflation, celle des prix des denrées alimentaires dans ces zones, mais également une plus-value des terres utilisées pour l'extraction de l'or. Une attitude qui favorise le sentiment de légitimité du propriétaire terrien d'offrir sa terre à qui il veut, moyennant un coût, ce que n'a pas manqué de relever pendant nos investigations dans les zones aurifères du Tonkui, du Guémon et du Cavali, où l'un de nos interlocuteurs responsables de communauté a bien voulu faire passer ce message lorsqu'il affirmait ceci en guéri. Cette affirmation montre que plusieurs propriétaires terriens offrent leurs terres de manière illégale pour être exploités, moyennant un coût qu'ils se partagent entre eux. Car pour eux, l'intervention de l'État ne satisfait pas à leurs intérêts personnels. Cette situation crée une confusion entre la légitimité et la légalité, entre le droit de propriété et le droit minier. Cela montre aussi qu'il y a un souci d'ignorance de la loi au niveau des populations locales. Les propriétaires terriens ont des droits légitimes sur leurs terres. Cependant, l'article 3 du Code minier affirme que l'État est le propriétaire de toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental ainsi que son extension au-delà de 200 000 marins jusqu'aux limites conventionnelles internationalement reconnues de la Côte d'Ivoire. De ce qui précède, nous dirons qu'il y a une primauté du droit minier sur le droit foncier. D'une bonne compréhension de ce fait par les habitants est nécessaire. Mana